Hey, hey, hey les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en live pour discuter de l'actualité football du jour. On est en fin de semaine. On est en fin de semaine, du coup, c'est notre dernier live potentiellement de la semaine. On sait pas, on verra, mais en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de toute l'actu football. N'hésitez pas à me follow sur la chaîne Twitch pour tous les lives. Si vous souhaitez vous abonner, ça fait encore plus plaisir, ça nous aide à faire avancer le média. La chaîne YouTube pour les rediffusions. Sur la chaîne YouTube, hier, on a sorti une interview de Gauthier Hein, le nouveau joueur de l'OGC Nice. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible. Elle est assez courte en plus. Donc, n'hésitez pas. Le petit like, n'hésitez pas à regarder toute la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Il y aura évidemment la rediffusion de ce live disponible. On est encore en train de travailler sur les clips, sur d'autres vidéos pour les semaines à venir avec la reprise de la Ligue 1, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Sur Apple Podcast, maintenant, vous avez les vidéos qui sont disponibles de nos podcasts. Si vous préférez nous voir, vous pouvez toujours juste nous écouter aussi. Et après, les réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, Facebook et Snapchat, où vous avez, je vous tiens au courant de tous les lives, de tous les clips, tout ça, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. En tout cas, on est parti pour ce live. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle dit ça alors que son mec, lui, a pris que des hommes, mais elle a rien dit. Effectivement, alors on peut réagir à ça. Alors, je sais pas pourquoi elle est allée directement sur ça. On sait qu'il y a de toute façon les staffs des équipes masculines, il y a très peu de femmes. Des fois, il y en a une, des fois, il y a un grand max deux, mais c'est vrai qu'il y a très peu de femmes. À l'époque, Raymond Domenech aussi n'en avait pas. Mais après, c'était une époque où on était en 2006, 2008. Je crois qu'il est resté jusqu'en 2010. Du coup, ça a été la débandade. Voilà, petit à petit, le football a évolué, tout ça a évolué. Et c'est vrai qu'il y a un manque de féminisation dans le football. Après, voilà, j'imagine que c'est pas forcément ça, hein. On va pas mettre une femme juste pour mettre une femme. Euh, il faut aussi des gens compétents. Je dis pas qu'il y a aucune femme compétente évidemment, mais euh, potentiellement Zinedine Zidane c'est entouré de personnes qui connaissaient particulièrement. Il n'y a pas de femme dans son stade. Il n'y a pas de femme dans son stade. Il y en a d'autres dans les instances de la FFF, dans tout ce qui entoure l'équipe de France. Donc voilà, son Twitch, il n'était pas utile. Et en plus, du coup, il prend une sauce, hein, toujours parce qu'elle est la femme de Raymond Domenech. Évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça. J'ai vu quelques posts quand même assez catastrophiques. Donc voilà, les amis, on essaye d'éviter. Voilà, le tweet était pas, j'ai pas trouvé ça très utile, mais après toutes les insultes qu'elle a mangées, c'était aussi gratuit pour Estelle Denis. Bref, on va refermer ce sujet, c'est pas très intéressant. Nous, on veut juste parler du staff et de Fabien Barthez et de tous les adjoints de Zinedine Zidane. Non, mais il faut des politiques. Il faut des politiques pour pas grand-chose. Et finalement, évidemment, hein, il y a des polémiques, hein, pour pas grand-chose. Mais voilà, c'est un peu le quota de Twitter, enfin Twitter X, où tout le monde aime donner son avis. Et en plus, en fait, souvent, c'est sur une phrase, et du coup, t'as pas le temps de te justifier. Bref, des fois, les réseaux sociaux, vaut mieux ne rien dire. Bref, ce sujet, de toute façon, on va revenir sur le staff de Zidane. On va quand même aller, comme je vous ai dit, on n'était pas disponible hier en live. C'est comme les joueurs parisiens, ils insultent Barcola de traite parce qu'il veut partir. Alors, j'ai pas vu forcément ça. Je sais pas si si t'as plus d'infos sur cette chose. J'ai pas forcément vu les insultes, c'est peut-être plus les supporters parisiens. Concernant Bradley Barcola, je sais pas si vraiment les joueurs l'ont fait. En tout cas, c'est dommage, en tout cas, si ça arrive, hein, qu'on insulte Barcola de traite, c'est pas forcément très cool. Donc on va aller sur cette Super Coupe d'Europe, hein, le 13e trophée remporté par Luis Enrique. Je suis désolé, j'ai pas fait un débrief hier de ce match parce que j'étais pas disponible. Mais voilà, premier trophée. Donc la saison est lancée pour le Paris Saint-Germain avec seulement, je crois, deux matchs amicaux dans les jambes entre le match contre Mallorca, c'est ça, où ils ont perdu 3-0, le match nul contre Manchester United, des joueurs qui avaient repris l'entraînement, et 2 jours avant, par exemple, Désiré Doué qui était titulaire, la titularisation de Martinez Akiliouche, voilà, moi je m'attendais plutôt à un 11 quand même remanié avec ceux qui avaient fait la prépa au complet. Au final,
Luis Enrique a quasiment mis son 11 titulaire, hormis peut-être Ousmane Dembélé. Sinon, tout le monde était présent et bien sur le terrain. Et le Paris Saint-Germain s'est imposé plutôt logiquement, hein, alors sur le deuxième but, voilà, ça se joue à un poil à un cheveu, on va dire. Mais voilà, victoire du Paris Saint-Germain, plutôt logique contre cette équipe d'Aston Villa. Aston Villa qui a perdu quand même 2-3 cadres, hein, dans ce mercato estival, qui les ont pas forcément remplacés. Celui qui a un peu éclaboussé ce match du côté Aston Villa, c'est le jeune Maggio, si je le prononce correctement, qui a plutôt fait un bon match. Il a eu quelques ratés quand même, mais il a quand même réussi à égaliser sur ce but. Alors il a 17 ans, il a le physique d'un mec de 35 ans déjà développé au max. Euh, donc voilà, euh, un peu sur ce match, hein, je ne sais pas s'il y a plus de choses à dire vraiment. C'est un match de pré-saison, hein, ça reste une super Coupe d'Europe. Alors en France, on a fait un peu des tonnes sur ce grand Paris Saint-Germain. Avant, on n'en parlait pas du tout, ou quasiment pas. Donc voilà, on va un peu minimiser quand même ce trophée, mais c'est juste histoire de bien lancer quand même sa saison pour le Paris Saint-Germain. C'est pas les joueurs, c'est les supporters, et c'est pas tous les supporters, c'est des petits cons. Bon voilà. Euh, Effectivement, ça m'étonnerait quand même. Alors, ça serait une ambiance assez bizarre quand même de dire à son coéquipier que c'est un traître s'il part du côté de Liverpool. Euh, Quand tu vois comme ça, on dirait pas qu'il a 17 ans. Effectivement, hein, si on parle de Maggio, on dirait pas qu'il a 17 ans. Mais, euh, mais donc voilà pour ce match. On va aller juste sur ce petit article et après on passera juste à la suite sur les matchs un peu de hier soir, de ce soir, de ce qu'on va voir ce week-end aussi. Donc, une deuxième Super Coupe d'Europe, le 13e trophée de l'ère Luis Enrique. Le PSG veut continuer à marquer l'histoire. Le PSG a remporté sa deuxième Super Coupe d'Europe mercredi soir à Salzbourg en venant à bout d'Aston Villa. Le 13e trophée de l'ère Luis Enrique est surtout un message envoyé à la concurrence. Les Parisiens ont encore faim. Alors on a senti aussi tout ce euh, comment dire, on sent que, voilà, alors, c'est peut-être sur le début de saison, mais il n'y a pas de lassitude du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont encore fin de trophées. Des fois, ça peut arriver, hein. Tu remportes un, deux trophées, tu marches un peu sur tout le monde, et bah, au final, as une espèce de perte de motivation dans ton football et ça se passe un peu moins bien. Là, on a l'impression que, alors évidemment, ils sont pas tous à 100% physiquement, mais qu'en tout cas, dans les têtes, hein, l'objectif est clair, aller encore une fois au bout en Ligue des Champions, évidemment en Ligue 1 aussi, enfin tout remporter sur son passage et c'est plutôt positif pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce que potentiellement le fait du Ballon d'Or, que ce soit pas un Parisien qui le remporte, mettra un coup d'arrêt dans leur saison aussi? Il y a des questions. On va voir aussi concernant la gestion physique. L'année dernière, bon, il y avait eu vraiment pas beaucoup de prépa pour les Paris Saint-Germain. Donc il y avait eu beaucoup de blessures tout au long de la saison, mais ils avaient réussi à excellemment bien gérer toute cette équipe, le staff du Paris Saint-Germain. Là, il y a eu un peu plus, il y a eu 3 4 semaines un peu pour tout le monde. Donc voilà, Paris normalement est prêt pour cette nouvelle saison. En plus, son premier match. Ah, c'était son premier match en professionnel, ok, j'avais pas forcément l'info. Nous, on vise la troisième Ligue des Champions de suite. Effectivement, je pense que ça doit être le seul et unique objectif pour cette équipe du Paris Saint-Germain. La scène de joie, les poings serrés, les sourires, les embrassades, les médailles autour du cou et les trophées soulevés vers le ciel, on avait quitté le PSG un soir enchanté de mai. On l'a retrouvé plus de 2 mois plus tard, comme si rien n'avait changé. Le football est un éternel recommencement dans lequel le Paris Saint-Germain ne connaît presque plus la défaite. Les Parisiens sont allés glaner à la force de leur courage le 13e titre de l'ère Luis Enrique. 13 titres donc là, il démarre la 4e année de Luis Enrique, c'est plutôt pas mal quand même. Euh, donc 13 titres pour l'ère Luis Enrique pour débuter cette nouvelle saison en battant un Aston Villa plus frais physiquement, mais bien moins talentueux que cette équipe toujours assoiffée de victoires. Comme l'année dernière, la Super Coupe d'Europe, la deuxième dans l'histoire du football français, va revenir dans la capitale et venir enrichir encore un peu plus l'histoire récente d'un club devenu un rouleau compresseur pour ses adversaires. Il n'y avait que l'AC Milan en 1989-90 et le Real Madrid 2016-2017 qui avaient réussi ce doublé. Je suis assez étonné quand même qu'il n'y a que deux équipes qui ont réussi le doublé Super Coupe d'Europe. Après, du coup, il faut que tu remportes la Ligue des Champions plusieurs fois. Donc, oui, au final, c'est plutôt logique qu'il n'y ait pas plusieurs équipes. Marquinhos, lui, a gagné 40 titres avec le PSG et c'est pas fini. Il est déjà à 40 titres, Marquinhos. Bah après, il se rapproche au final petit à petit de joueurs avec le plus de trophées, si je dis pas de conneries. Bon, après, je crois qu'il en a encore.
une dizaine, voire une quinzaine pour passer devant. Alors, je crois que c'est Lionel Messi ou Dani Alves, peut-être le mec le plus titré au monde. Je crois, genre, ils sont à 53. On va aller vérifier cette info. Euh, mais oui, effectivement, Marquinhos, 40 trophées, ça commence enfin. Alors, joueur de football le plus titré au monde. Je crois que c'est Dani Alves. Ah, Lionel Messi. Ah, 48 trophées collectifs, hein. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. T'as été plus rapide que moi. Ouais, 48 trophées collectifs officiels remportés au cours de sa carrière professionnelle. Il est le footballeur le plus titré de tous les temps. D'accord. Et donc, alors voilà. Alors pourquoi? Attends, il date de quand le poste? 30 mai 2026. Après, ça dépend aussi combien de. Enfin, qu'est-ce que tu prends exactement au niveau des titres? Là, on met 46 sur ActuFoot. Voilà, Dani Alves, il a 43. Marquinhos, on nous dit 42. Ouais, voilà, c'est assez étrange quand même. Il n'y a pas un classement un peu plus officiel que celui de 2023. Ouais. Lionel Messi. Vraiment, 46 à 48 trophées, ça dépend en fait de ce que tu comptes exactement. Dani Alves avec 42. Voilà, Andrés Iniesta, Marquinhos figurent également parmi les tout premiers du classement mondial avec plus de 38 à 42 titres chacun. Mais en fait, c'est en fonction de un peu chaque média, chaque organisme qui fait les comptes. Et ce qui compte, quel trophée il compte exactement. Bon, voilà, au final, normalement, le number one, ça devrait être Lionel Messi. Marquinhos doit être top 3, top 2 bientôt avec cette équipe du Paris Saint-Germain. On rappelle, hein, Daniel Alves, je crois qu'il est en prison actuellement, je ne sais plus s'il est sorti. Donc voilà, Marquinhos, en tout cas, top 3 des joueurs les plus titrés au monde, c'est quand même une sacrée stat pour le capitaine parisien. Donc effectivement, hein, il commence à quand même petit à petit rentrer dans l'histoire du foot, hein. Lui qui a, le Paris Saint-Germain qui a longtemps galéré avec cette Ligue des Champions, maintenant qui en remporte deux d'affilée, c'est quand même fou. Marquinhos qui était un peu avec les départs de Thiago Silva, de tous les premiers de l'RQSI, qui était un peu l'image du PSG loser. Et au final, il a bien fait de rester et de s'imposer. On lui cherche toujours hein, une doublure, un remplaçant. Ça fait un moment qu'on dit que potentiellement, le capitaine Marquinhos qui pourrait partir. Au final, ça bouge pas, hein, il a toujours pas de concu à son poste à Paris, Marquinhos. Hormis William Pacho, mais qui joue à côté de lui. Euh, alors, le tableau de chasse retiendra que c'est encore une équipe de Première Ligue qui est tombée face aux Parisiens. C'est vrai aussi, hein, Paris qui roule sur la Première Ligue. Et il n'y a plus qu'un pas pour qu'on commence à évoquer un complexe de nos voisins d'outre-Manche au moment d'affronter ce PSG. Pourtant, le football est un éternel recommencement et ses acteurs n'ont même plus le temps de savourer. La majorité des doubles champions d'Europe n'avaient pas eu le temps de célébrer pendant plusieurs jours leur deuxième trophée européen en mai qu'il avait fallu rejoindre leur sélection pour disputer la Coupe du Monde. Donc d'accord, ça c'était pour la Ligue des Champions. Pas le temps non plus de se reposer avec ce mondial, qu'un nouveau trophée se présentait ce mercredi au milieu des montagnes autrichiennes sur la planète football, la plus infranchissable des montagnes européennes et pourtant bien française. Plus en forme que l'année dernière à la même époque pour affronter Tottenham, ils avaient remporté ce match au tir au but, le Paris Saint-Germain n'avait tout de même pas une forme physique étincelante, mais il n'y avait pas besoin de lunettes pour se rendre compte que les Anglais étaient inférieurs et ne pouvaient espérer éclipser leur adversaire. Il est en contrat jusqu'en 2028, d'accord. T'as Zabarni, mais il n'est pas à son niveau. Alors Zabarni, vraiment. Alors, en plus, j'ai vu, je crois qu'il a fait une prépa assez dégueulasse, Ilia Zabarni. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est pas du tout le remplaçant escompté pour Marquinhos, hein. Alors, si je devais voter pour le Ballon d'Or, je le donnerais à l'ailier gauche géorgien, car il a fait une saison monstrueuse. Car pour moi, la Coupe du Monde, personne n'a fait mieux que lui. Le truc, c'est là, 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 ce ballon d'or, il va être hyper dur à juger. Parce que, en fait, là, c'est un peu le truc de où tu prends un Parisien, où tu prends un Espagnol, mais tu peux pas prendre.
toute façon, tu peux pas prendre les deux euh, sur la saison. Ça m'étonnerait que le Ballon d'Or aille à Fabien Ruiz. Après, c'est toujours pareil. Dans des gros collectifs, comme celui de Paris, comme celui de l'Espagne, les votes seront sûrement un peu dilués. Là, je vois dans le chat, hein, on me dit Kvaratskhelia, un autre me dit Dembélé. Moi, si je devais le donner à un Parisien, évidemment que je le donnerais à Vicha Kvaratskhelia. Mais voilà, avec cette Coupe du Monde, Rodri qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Alors, il n'a pas fait du tout une saison complète, Rodri. Voilà, compliqué. Est-ce que derrière, tu peux donner des votes à Lamine Yamal parce qu'il est quand même champion du monde. Il fait une bonne saison quand même, voire une très bonne saison avec le Barça, mais il remporte rien avec le Barça, mais individuellement, il est bon. Enfin, c'est très très compliqué de le donner, de vraiment définir à qui tu pourrais le donner. On l'avait fait il y a quelques temps en live. Au final, la conclusion était assez étrange parce qu'on, si on devait le considérer, on le donnerait à Rodri. Mais voilà, en fait, la vie change du jour au lendemain. Imagine Dembouz, deux Ligues des Champions de suite. Deux Ligues des Champions, deux Supercoupes de suite. Ouais, mais Dembouz, il fait pas. Enfin, la saison dernière, hein, il est vraiment là au bon endroit, au bon moment, un peu, parce qu'il est beaucoup blessé. Encore une fois, évidemment, après, il remporte cette Ligue des Champions. C'est un peu le patron de cette équipe du Paris Saint-Germain. Euh, il fait une bonne Coupe du Monde au global, même malgré ce on pense avec l'équipe de France. Il met un triplé contre la Norvège. Et après, bon, sur certains matchs, il est totalement éteint. Donc, c'est très compliqué de juger. En fait, il y a des arguments un peu pour tout le monde et vraiment définir qui est le meilleur joueur sur cette saison au complet. Euh, En tout cas, pour moi, sur côté Paris Saint-Germain, ça serait pour Kvaratskhelia. Euh, mais, euh, mais voilà, il est le plus décisif. Au PSG? Je crois pas, hein. Je crois que c'est Kvaratskhelia, hein, le plus décisif, hein, en plus, sur la Ligue des Champions, je crois qu'il est élu meilleur. Enfin, il est le meilleur joueur de cette Ligue des Champions. Même au niveau des stats, si je dis pas trop de conneries. Je crois que c'est Kvaratskhelia, hein, qui est largement au-dessus de Dembouz. Même sur le nombre de matchs cette saison, celui de Dembouz, je crois qu'il est genre à une vingtaine de matchs, pas plus, quoi. Ah, Ligue des Champions et Coupe du Monde, oui. Oui, bah du coup, oui, Kvaratskhelia en fait fait pas la Coupe du Monde, donc là aussi, c'est un argument contre pour lui. Il est même pas présent en poule ou quoi, donc compliqué. C'est très 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 compliqué pour désigner un Ballon d'Or. T'as pas vu le classement? Non, j'ai pas vu le classement et en vrai, je me fais un peu un avis sur ce que j'ai regardé. Le classement, c'est quoi? C'est les joueurs les plus décisifs sur la saison au complet, c'est ça? Alors, joueur le plus décisif, saison 2025-2026. Bah ouais, du coup, en plus, c'est même pas Ousmane Dembélé. C'est Ligue des Champions et Coupe du Monde. Ouais, d'accord, mais si, bon. Ok. Enfin, si t'enlèves les championnats, ça va être compliqué quand même, hein. Coupe du Monde. Ah, 25-26. Pardon, désolé. J'arrive pas à trouver la stat, hein. Est-ce que je vais devoir demander à mon IA préféré? Alors, qui est le joueur de football le plus décisif
En 2025, 2026. En 2025, 2026. En Ligue des Champions. Avec la Ligue des Champions. Et la Coupe du Monde. Normalement, tu peux envoyer un lien dans le chat. Je parle de la saison 2025-2026 en additionnant Ligue des Champions plus Coupe du Monde 2026. Le joueur le plus décisif est Kylian Mbappé. Bah alors, elle est pas bonne la stat là. But plus passe en incluant Ligue des Champions. Non, sans le championnat. Sans le championnat. J'ai toujours pas Ousmane Dembélé, mon ami, hein. Les deux. Bah non. Pour moi, il est sixième là. Non. Il est troisième, pardon. Là, j'ai Kylian Mbappé avec au mondial 10 plus 4. En LDC 16. Putain, mais les stats, elles sont pas bonnes là. Il y a un truc qui cloche. Si, mondial 7 pour Michael Olise. En Ligue des Champions 13. Sur cette saison, on parle, hein. Pas sur la saison d'avant, hein. But plus 16 en Ligue des Champions. Mbappé est clairement numéro 1 2025-2026. Ah bah là, tout le monde dit Mbappé, hein, sur tous les classements, hein. Écrit joueur décisif Coupe du Monde, Ligue des Champions. Joueur décisif, Coupe du Monde. Attends. Euh, Merde. Oui, sur Google, oui, je l'ai noté sur Google. Alors, c'est juste là. Genre décisif. Décisif. Je mets Coupe du Monde avant. Voilà, j'ai tapé exactement ce que tu m'as dit de taper. Joueur décisif, Coupe du Monde, Ligue des Champions. Ligue des Champions, joueur décisif. Joueur le plus décisif dans le plus de matchs à partir des 16e de Coupe du Monde 2025. Ah, c'est ça? Insta. Ok, donc c'est ça, c'est le truc Facebook là. Alors. Ah, mais d'accord. Ok, ah, mais la stat, c'est des stats Dominique Armand, ça.
Le joueur le plus décisif dans le match à partir des 16e de la Coupe du Monde 2026 et des 8e de la Ligue des Champions 2025-2026. D'accord, mais tu vas. En fait, ouais, d'accord. En gros, c'est le joueur le plus décisif en match à élimination directe. Franchement, la stat, elle est un peu nulle, quoi. À pas se mentir. Parce que du coup, si t'enlèves si t'enlèves la Coupe du Monde où il a marqué contre. Il a fait une passe D contre la Suède, il a marqué contre. Ouais, il a marqué contre le Maroc. Putain, pour Harry Kane, terrible quand même. Michael Olise, Julian Alvarez. Lionel Messi, il est dans le classement, il a joué que la Coupe du Monde. Improbable. Luis Diaz, c'est que en Ligue des Champions. Ok, je vois ce que tu veux dire dans la stade. Vara, il est quand même troisième. Sans jouer la Coupe du Monde, hein, Vara, ouais. Achraf Hakimi, il est 11e, c'est un latéral, le pote. Probable. Kai Havertz et Lamine Yamal. Ok, bon, ok, je vois la stat dont tu veux parler, mais est-ce que ça donne le ballon d'or à Ousmane Dembélé? C'est quand même une vraie question. C'est quand même une vraie question. Je sais pas. Bon, la stat, elle est là, elle existe. Bon, c'est une stat qu'il fallait aller chercher quand même. Mais bon, on va dire qu'on va la prendre. Bref, on va avancer parce qu'il est déjà bientôt 11 heures et on n'a fait qu'un seul sujet par rapport à notre revue de presse. Donc voilà, sur ce match un peu de Super Coupe d'Europe, voilà, le talent parisien a fait la différence. Il y a un joueur qui s'est détaché dans cette équipe de Villa, c'est Brian Maggio, qui a eu plusieurs occasions de marquer. Au final, il a quand même réussi à être décisif. Donc voilà, pour revenir sur ce match. La question du Ballon d'Or, de toute façon, on aura le temps de se la poser plus tard en live. Pour l'instant, on va dire que on a plusieurs avis. Ça reste pour moi tout de même un point d'interrogation. J'avais vu aussi les probas, je sais plus c'était sur quel site où il y avait les probas pour le Ballon d'Or. Voilà. Très compliqué en tout cas de désigner un Ballon d'Or cette année. C'est bien, il y a de la concurrence, c'est plus unilatéral entre seulement un ou deux joueurs. Là, il y a pas mal, il y a pas mal de discussions qui peuvent avoir lieu. On va continuer les amis sur alors rapidement sur les matchs de hier soir, il y avait la League Cup. Alors juste pour revenir sur la League Cup, en fait, il y avait quelques stats intéressantes, enfin quelques matchs intéressants à noter. Par exemple, Orlando City qui s'est imposé au penalty contre, alors je sais pas ce que c'est Atlético Saint-Louis, voilà, où Antoine Griezmann est rentré lors de ce match. Voilà, la 75e minute, Grisou qui rentre, qui participe à la séance de tir au but où il marque le premier penalty et son équipe d'Orlando qui passe. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre à noter? Je sais même pas où on en est dans cette Ligue Cup. En fait, c'est un classement, je sais pas exactement ce que ça représente. Bref. Aussi sur l'Inter Miami par contre qui a perdu contre Léon, le club mexicain avec Lionel Messi qui a fait son retour dans cette équipe. Alors ça, on peut l'enlever. Dans cette équipe de Miami qui n'était pas titulaire mais qui est rentré pareil à la mi-temps où il a été très intéressant. On voit une note de 8,1. Mais son équipe qui perd quand même 3 buts à 2 contre cette équipe. De Léon avec cette équipe. Avec l'Inter Miami, on voit il y a toujours certains titulaires, Casimiro qui vient d'arriver. On a Rodrigo De Paul aussi, Luis Suarez qui n'est pas rentré, je crois qu'il n'était pas présent. Donc voilà, pas de Sergi Reguilon non plus. Qu'est-ce qu'on avait aussi pour ces équipes? Alors, Monterrey, de toute façon, il y a plus grands joueurs qui nous intéressent. Je vais quand même aller vérifier la compo. Euh, voilà, Kuipers au Campos, mais il n'y a plus Anthony Martial, il n'y a plus de Sergio Ramos, donc moins intéressant cette équipe de Monterrey.
qui s'est tout de même imposé contre Nashville. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, Los Angeles FC qui s'est imposé au penalty contre Querétaro, ancien club, pour ceux qui savent, de Ronaldinho. Je crois que c'est l'un de ses derniers clubs de sa carrière avant Fluminense. Je crois que c'est le dernier Fluminense. Bref, Los Angeles FC qui s'est imposé au penalty, pareil avec Hugo Lloris qui remporte une séance de penalty. Ça arrive pas tous les 4 matins non plus. Donc voilà, qui s'est imposé avec toujours cette équipe avec Edmilson devant Denis Bouanga à gauche. C'est à peu près tout pour cette équipe. Donc voilà, Hugo Lloris qui remporte une séance de penalty, ça m'a fait plutôt sourire, on va dire, entre guillemets. Chicago Fire qui s'est imposé 2-1 avec Robert Lewandowski, qui était titulaire dans ce match, une note de 6,6. Je crois qu'il n'a pas fait grand-chose dans le match. Mais voilà, pour les petites infos outre-Atlantique. On va aller tout de même sur les matchs. Alors sur les matchs de ce soir, on a de la Saudi Pro League qui ne m'intéresse très peu. On a la Ligue 2, voilà, qui m'intéresse déjà un peu plus avec un multiplex, encore une fois. Annecy-Rodez, Dijon contre Pau, Grenoble contre Metz, Guingamp contre Boulogne, Laval-Nantes, Nancy-Montpellier, Red Star contre Sochaux, Reims contre Dunkerque, Saint-Etienne contre Clermont. Donc voilà, Saint-Etienne qui s'est imposé 3-0 contre cette équipe de Sochaux pour la première journée de Ligue 2. Nantes qui avait perdu son premier match. Montpellier, je ne sais plus exactement ce qu'ils avaient fait, donc ça va être intéressant. De toute façon, c'est un peu le début de cette Ligue 2. Oula, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? On a aussi la Ligue 3. La Ligue 3, on va en parler juste après. Oui, si on ajoute la Coupe du Monde 2026 à la saison 2025-2026, le classement change nettement. La Ligue des Champions seule donne Mbappé en tête avec 15 buts, mais Kvaratskhelia a été élu joueur de la saison par l'UEFA. Effectivement, c'est ce qu'on se disait. Pour l'ensemble, club plus Coupe du Monde, je mettrai Lamine Yamal, énorme Coupe du Monde, plus très grosse saison. Harry Kane, très régulier avec le Bayern, 14 buts en Ligue des Champions, et très performant avec l'Angleterre. Bon, avec l'Angleterre, très performant, ouais, et ça a été quand même un peu compliqué, là, sa fin de Coupe du Monde, Harry Kane. Et après, troisième, Kylian Mbappé, 15 buts en Ligue des Champions, meilleur buteur, mais Coupe du Monde moins marquante. Euh, Meilleur buteur, mais Coupe du Monde moins marquante. Quand même. Vicha Kvaratskhelia, exceptionnel en Ligue des Champions, élu meilleur joueur de la compétition. Michael Olise, énorme influence au Bayern et très bon avec la France. Et pareil, Michael Olise, voilà, si on prend sur la fin de la Coupe du Monde, il est quand même éteint sur les derniers matchs, quoi. Alors, oui, il a 7 passes décisives, donc si tu me demandes le joueur le plus décisif de toute la saison 2025-2026 en incluant la Coupe du Monde, Lamine Yamal. Bah, c'est un peu ce qu'on disait, mais bon, est-ce que tu donnes ce putain de ballon d'or à Lamine Yamal? Franchement, pour moi, c'est compliqué quand même d'affirmer que je donne 100% à Lamine Yamal, que je donne à Kylian Mbappé, Harry Kane. Voilà, pour moi le top 3 du ballon d'or cette année, ça serait genre, sans donner d'ordre, ça serait Vicha, Rodri, parce qu'il fait une Coupe du Monde quand même exceptionnelle, même s'il fait que une Coupe du Monde, entre guillemets. Et après, sur le 3, ça serait genre ou Kylian Mbappé ou Harry Kane. Mais peut-être Harry Kane quand même. Kylian Mbappé en fin de saison, il est blessé. Bon, sa Coupe du Monde lui rattrape quand même tout au long de la saison. Euh, voilà, Lamine Yamal, il fait une bonne Coupe du Monde, il fait une très bonne Coupe du Monde, Lamine Yamal, même s'il n'est pas tant que ça décisif. Il fait une bonne saison avec le Barça, mais au final, il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a que forcément Ligue 1. Très compliqué à juger quand même. Et pourtant, je le déteste. Yamal, il a marqué un but en Coupe du Monde. Ouais, mais il fait une bonne Coupe du Monde. C'est encore une fois, c'est un attaquant à qui on demande de marquer des buts, mais il fait une très très bonne Coupe du Monde tactiquement, défensivement. Il est très très intéressant. Lamine Yamal, on l'a quand même vu beaucoup défendre dans cette équipe respectée, cette équipe espagnole, Luis de la Fuente, ne pas jouer la star, tout ça. Donc je l'ai trouvé vraiment très 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 intéressant. Après de là, lui donner le ballon d'or, toujours pareil, hein. Sinon, tu te bases que sur les trophées individuels et tu donnes ça à Fabien Ruiz. Mais bon, je trouve ça un peu, sachant qu'il a même pas beaucoup joué cette saison, il n'est même pas titulaire tout au long de la compétition avec l'Espagne. Compliqué. Très très compliqué de donner ce ballon d'or. Moi, je mets Kane 1, Dembouz 2, Vara 3, Olise 4, Mbappé 5. C'est pas déco. C'est pas déco. Ah, pour moi, Dembouz, non. Dembouz, il doit pas être 2. Moi, Dembouz n'est pas sur le podium de ce ballon d'or.
Ken Vara, je peux l'entendre. Je mettrais Mbappé devant Olysée, parce que Olysée, il est sur. Alors, il est incroyable, hein, mais c'est vrai que cette fin de Coupe du Monde, elle m'a laissé quand même assez amer de la part de Michael Olysée. Je vais te donner des stats, j'ai demandé à ChatGPT s'il devait donner le ballon d'or, je t'envoie sa théorie. Si je devais attribuer le ballon d'or 2026 en me basant sur la saison 2025-2026, plus la Coupe du Monde 2026, je donnerais à Kylian Mbappé. Ah ouais, podium Mbappé, Lamine Yamal 2, Kvaratskhelia 3. Pourquoi Mbappé? Son dossier est difficile à égaler. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. 15 buts, soulier d'or du mondial. 10 buts, il était décisif. Il est meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde aussi, hein, Kylian Mbappé. Les deux compétitions les plus prestigieuses de la saison. Kvaratskhelia a un argument énorme avec son titre de joueur de la saison en Ligue des Champions, mais Mbappé a été plus monstrueux individuellement sur l'ensemble de la saison. Olysée, il finit meilleur passeur. Ouais, mais il met deux passes D sur ce match de la troisième place, quoi. En fait, c'est ce match de la troisième place qui a un peu tout tronqué quand même, hein. Et Mbappé, il remporte pas un titre. Il ne remporte pas un titre qu'il est Mbappé. Après, on a bien donné des trophées. Alors, je crois que sur une saison, Cristiano Ronaldo l'a eu, mais il mettait plus de 60 buts, quoi. C'est hyper compliqué, ouais. Des titres individuels. Ouais, mais bon, s'il y a que les titres individuels qui comptent, bon, il suffit, c'est un sport collectif, quoi. Si tu me disais c'était une compétition de 1 contre 1, bah, tu te rends compte que ChatGPT donne des ballons d'or à un joueur qui va gagner aucun titre. Ah, mais après, enfin, il n'y a pas que ChatGPT qui pense comme ça, quoi. Moi, je dis, ça va être, ce ballon d'or, ça va être à cause de la dilution des votes des gros collectifs comme l'Espagne et le PSG. Typiquement, Kvara Dembélé, bah, ça va se diluer les votes et du coup, ça sera ni l'un ni l'autre. Pareil en Espagne, il y en a qui vont mettre Rodri, il y en a qui vont mettre Yamal. Au final, ça va diluer et ça, on va se retrouver avec Kane ou Kylian Mbappé ballon d'or, hein. Je pense que ça peut ressembler à quelque chose comme ça. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas une seule seconde. Bref, sur ce ballon d'or, je pense que. C'est quand le ballon d'or? Alors, cérémonie du ballon d'or, je sais plus exactement, c'est en décembre, octobre? Cérémonie ballon d'or. C'est en octobre, je crois. 26 octobre. Je pense que ça va être le ballon d'or le plus disputé depuis sa création. Alors, je ne saurais pas le dire. Faudrait prendre année par année, mais en tout cas, c'est potentiellement le ballon d'or le plus disputé depuis une vingtaine d'années, ouais. Je serai au bled. Eh ben, profite en tout cas. Et encore, du coup, ça peut influencer d'ici le 26 octobre si tous ces prétendants font un début de saison monstrueux. Alors, je crois que les votes s'arrêtent à partir de début septembre. On va voir. Ouais, 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 ouais. En plus, ça sera à Londres. Euh, Arrêt des votes. Normalement, c'est après le Ballon d'Or que ça s'est arrêté les votes, hein. Enfin, aucun match ne peut influencer les votes du jury officiel, les compteurs et les souvenirs des votants étant désormais totalement figés. Oui, parce que je crois que les votes alors, je sais pas s'ils sont arrêtés déjà, là, s'ils ont déjà été faits, mais, mais normalement, ça arrêté avant le vrai début de saison, quoi. D'ici fin août, je crois. Date. La date limite officielle de l'arrêt des votes pour le Ballon d'Or 2026 n'a pas encore été communiquée précisément par les organisateurs. D'accord.
Techniquement, c'est fin juillet, hein, l'arrêt des votes. Alors, habituellement fixé quelques semaines avant la cérémonie, fin août ou début septembre, une fois la liste des nommés officialisée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, effectivement, on verra tout ce qui va se passer. Donc, les amis, je crois que ça s'arrête après la Super Coupe. Bon, ouais, ça doit s'arrêter à peu près bientôt, là. Donc je disais, oui, sur les matchs de ce soir, on a de la Ligue 2, on en a parlé. La Ligue 3, on a Amiens, La Roche-sur-Yon, Aubagne contre Bastia, Cannes, Fleury-Mérogis. On va parler de Cannes. Bon, on va pas en parler tant que ça, peut-être qu'on en reparlera ce week-end. De Cannes Fleury-Mérogis parce que je serai au stade Pierre de Coubertin pour aller voir cette équipe de Cannes, hein, vu que vous le savez, je suis dans la région niçoise. Cannes, c'est pas si loin que ça, donc on ira voir le match. Je vais vous dire ce que ça donne un peu la Ligue 3 et cette équipe de Cannes cette saison, mais avec des joueurs plutôt intéressants, des joueurs un peu connus de la Ligue 1, un staff aussi un peu connu de la Ligue 1. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de suivre cette Ligue 3 hein, qui est disponible, je le rappelle, sur Ligue 1 Plus et c'est DAZN, je crois, ou BeIN, vous pouvez voir. Sur les autres matchs, on a Orléans contre Rouen, QRM contre Concarneau, Thionville contre Caen, Caen aussi, hein, euh, club détenu par la famille Mbappé. Valenciennes contre Bourg-en-Bresse, Versailles contre le Puy-en-Velay et Villefranche-Beaujolais contre le Paris 13 Atlético. Moi, je suis content pour la Ligue 3 qui a beaucoup de talents qui pourront peut-être trouver un club meilleur que celui où ils sont. Effectivement, hein, c'est une très bonne porte d'entrée. Là, la Ligue 3, maintenant que c'est un peu professionnalisé, voilà, ça va être plutôt intéressant. Il y a un peu plus de moyens qui vont être mis petit à petit dans cette nationale, hein. Déjà, alors évidemment, nous, on parle de stars, on parle de ballon d'or, de championnat européen, mais déjà atteindre un niveau national dans une carrière de football, c'est déjà assez exceptionnel hein, pour beaucoup d'entre nous. Évidemment, moi, je l'ai jamais atteint, je m'en suis même pas approché. Donc, énorme respect aux joueurs qui jouent rien qu'en Ligue 3 et qui font des parcours exceptionnels en Ligue 3, hein. Moi, je serai à Villefranche car j'habite à 25 km. Et ben voilà. Et ben écoute, on se retrouve lundi pour débattre de cette Ligue 3. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui va être bon à suivre pour nos équipes de Ligue 3. Après, on a un peu de Coupe d'Italie, mais c'est des matchs, enfin, c'est des premiers tours, tout ça, pas très intéressant. On a de l'Eredivisie sur la journée de vendredi, de la Liga Portugal avec le Sporting Lisbonne contre Guimarães, et la Super League aussi, qui reprend avec Galatasaray contre Corum. Sur les matchs de ce week-end, alors qu'est-ce que il y a la reprise de la Liga. Je vous en parlais en début de live, hein. Il est déjà 11h10, il va falloir que j'accélère quand même. Donc avec Alaves contre Retafe et le FC Séville contre le Rayo Vallecano, je suis à 35 km de Bourg-en-Bresse. Bah, parfait, parfait, parfait. Ouais, moi j'ai regardé, j'ai pas forcément de match dans des équipes de Ligue 2 que je peux aller suivre. Et après pour la Ligue 3, ben, non plus, il y a pas vraiment beaucoup de matchs à part Cannes. Concernant hein, plus la France, après j'ai l'Italie pas très loin. Et sur la Ligue 1, j'ai Nice, Monaco, j'ai Marseille. Marseille, c'est déjà 2 heures de route. Euh, Sachant que je suis pas forcément véhiculé. Dans la région lyonnaise, c'est vrai que vous avez cette chance, hein. Demain, tu as la canne féminine. C'est vrai que demain, il y a la canne féminine. Ah, j'avoue que j'ai pas réussi à rentrer dedans quand même, hein. J'ai fait une bonne pause de foot quand même avant la reprise de toutes les saisons. Donc la canne féminine, j'ai pas suivi grand-chose, je vous avoue. Donc je disais, la reprise de la Liga, donc Alaves Retafe, FC Séville, Rayo Vallecano. Alors les deux grosses équipes, le Real et le Barça, pour l'instant reprendront la semaine prochaine. Leurs matchs ont été décalés. On a la Saudi Pro League qui reprend aussi. Sur les matchs divisés, voilà, il y a le PSG contre Excelsior, Utrecht contre l'Alkmaar. Euh, donc voilà, pas forcément énormément de matchs. Rio Ave contre le FC Porto en Liga portugaise samedi. Euh, on a Fenerbahçe hein, qui va être très intéressant, qui va jouer contre Lyon la semaine prochaine. On a parlé de Lyon en début de semaine dans ces qualifications à la Ligue des Champions. Donc la semaine pro, normalement, l'Olympique Lyonnais contre Fenerbahçe, ça va être sympa à voir avec cette énorme équipe de Fenerbahçe. À noter aussi, pour ceux qui sont un peu goodies, tout ça, enfin goodies, maillot de foot, le troisième maillot, là, le maillot original de Fenerbahçe en blanc, blanc et or, là, il est assez incroyable. Et en plus, il est en rupture de stock. Donc, dommage parce que je l'aurais bien pris un petit flocage N'Golo Kanté, tout ça, ça peut être pas mal. J'ai aussi regardé les prix de certains maillots cette saison. Ça y est, alors déjà, on avait des maillots à 150 euros, tout compris. C'était déjà choquant. Même un maillot simple, un répliqué à 100 balles, 110 balles.
C'est énorme, mais alors là, je suis allé me faire un peu des petites compos de maillots, hein. Voilà, petit coup de gueule, hein, je le passe. De toute façon, le live n'a pas trop de sens actuellement là, mais petit coup de gueule sur les maillots. J'ai regardé maillot du Paris Saint-Germain version pro avec les flocages, Ligue des Champions, sponsor, 2 étoiles, tout ça, floqué Kvaratskhelia, 200 balles. J'ai regardé le maillot du Real, pareil, version pro, badge Ligue des Champions ou Liga, floqué Bellingham, pareil, 190 euros. Mais on arrive dans un truc où en fait, on peut même plus se payer des maillots tranquilles en fait. La maison, mais c'est des vrais maillots. Moi j'ai acheté le Black to Black à 90. Oui, c'est des vrais maillots qui se vendent en magasin. Ah bon? La maison du maillot, tu m'as dit? En tout cas, même si, évidemment, t'as bien fait de le dire, la maison du maillot. Non, c'est des faux, ça. 32 balles le maillot. Tu vas pas me faire croire que c'est des vrais. Il y a même des maillots, ils vendent même des maillots concept. Alors ça, c'est génial, par contre. Mais en tout cas, même pour ceux, enfin, ceux qui souhaitent acheter Alors évidemment, nous on connaît plein de combines pour acheter des maillots pas trop chers, tout ça. Toujours guetter les offres sur plein de sites, hein, les reventes de maillots, Classic Football Shirt, comment il s'appelle, Vintage Football Area, tout ça. Là déjà, ça paraît des sites un peu plus entre guillemets, euh, entre guillemets fiables, mais c'est vrai que là, le prix des maillots, il commence à exploser quoi. Par contre, les concepts, ils sont incroyables, hein. Le du Brésil là. Bon, le maillot du Japon avec Son Goku, incroyable. C'est quoi, c'est Jordan ça? J'ai acheté 4 et c'est impeccable, ils ont pas bougé depuis 4 ans. Ok, oui, ça c'est peut-être de la bonne. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais ça reste. Putain, le maillot de l'Argentine, il est beau. Maillot One Piece. Ah, celui-là, j'ai un ami qui l'avait acheté. En tout cas, il y a des beaux trucs, hein, mais bon, voilà. En tout cas, petit coup de gueule sur les prix des revendeurs de maillots comme Adidas ou Nike, où les maillots sont à 200 balles. Tout ça parce que tu prends un flocage et 2 petites étoiles. Je trouve ça légèrement scandaleux quand même, hein. Et on dit Nike Adidas, mais c'est pareil pour Puma, c'est peut-être un peu moins cher, hein. Il y a 10-20 balles d'écart, mais bon. Voilà quoi. Euh, Rien que déjà, le réplica, sans rien du tout, à 110 balles, c'est un scandale. Ça, vu la qualité de merde que c'est, pour moi, c'est un scandale. Au final, on va se mettre à acheter les trainings et on va les floquer. Ça va être même combat. Euh, mais ouais, c'est pas trop cher quand même, 90 euros le back-to-back, et c'est le vrai. 90 euros, ça reste cher, hein. Si c'est pas le back-to-back, le nouveau maillot du Paris Saint-Germain ou juste le t-shirt là? Non, désolé. T'as acheté ça? Bon, fais pas attention au truc AliExpress, mais t'as acheté ça? Ah, après, moi, je comprends parfaitement. Ah, mais ça enfin, c'est même pas un maillot, c'est un t-shirt, quoi. Enfin, je sais pas s'ils en ont fait sous forme de maillot, mais ça me paraît ultra cher pour ce que c'est, quoi. À la limite, je préfère mettre 200 balles sur le vrai maillot 2 étoiles là, qui vient de sortir que 90 balles sur un truc comme ça. Après, c'est chacun il fait comme il veut, mais c'est vrai que moi je ne reproche à personne au final d'acheter les faux maillots, vu les prix improbables qui sont, quoi. Au magasin. Ok. Non mais ouais, je peux comprendre qu'on achète des faux maillots. Après, non, c'est fou. 200 balles. Moi, ça m'a choqué perso. 200 balles. Alors autant, il y en a que j'ai acheté genre.
J'ai pu mettre des belles sommes sur certains maillots, mais je les trouve assez incroyables et tout compris. Mais genre, allez, on était sur du 150 quoi. Là, 200 balles. Oui, moi aussi, j'achète en solde. En général, je vais sur Classic Football Shirt, qui font pas mal de promos en fin de saison, des maillots plutôt intéressants. Regarde, je vais vous mettre le site. Je sais pas si vous connaissez, il y avait même un code promo à l'époque, Hattrick FR. Mais voilà, c'est un site anglais. Il y a des boutiques hein, qui sont du côté de Londres et Manchester. Et voilà, il y a pas mal ils font souvent de la promo et il y a pas mal de maillots en promo très intéressants à récupérer, hein. Ou sinon, les amis, faut se déplacer hein, en magasin. Sur les fins de saison, il y a toujours des promos de fou sur les soldes où on peut récupérer des maillots. Après, vous pouvez, si vous êtes un peu malin, vous trouvez des flocages sur eBay, tout ça, des vrais flocages officiels que vous arrivez à coller vous-même avec un fer à repasser. Il y a plein de trucs pour pour trouver des maillots à pas cher, hein. Mais c'est sûr qu'il faut connaître les combines et c'est comme quand on achète, je sais pas, des paires de chaussures un peu recherchées, tout ça, faut savoir chiner, comme on dit. On voit, hein, ils font des vidéos avec Mario Balotelli, tout ça, donc il y a de quoi trouver des beaux maillots et pas se ruiner pour des maillots à 200 balles, quoi. 200 balles, j'ai mis pour faire les courses la semaine. Ah, effectivement, autant moi, ça. Voilà, je t'ai pris quand même à mettre des prix genre du 100, 120 euros, allez, 150. C'est bon, on monte à 200 balles, où est-ce qu'on va aller, quoi? Bref, bref, bref. Les amis, je suis totalement débordé. Je n'ai rien fait de ce que je voulais faire sur ce live. On arrive, il est bientôt 11h30. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, les gars. N'hésitez pas à revenir hein, quand vous pouvez. Ça me fait extrêmement plaisir. J'adore ces discussions d'experts, quoi. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les matchs de ce week-end, donc on a fait la journée de samedi, la journée de dimanche, il y a un peu plus de choses. On a le Community Shield entre Arsenal et Manchester City à 16h. Alors je crois que c'est disponible sur Bein normalement pour le visionner. On a toujours cette Ligue belge avec Anderlecht, tout ça. La Liga avec le Racing Santander, Villarreal et Espagnol Levante. On a le Trophée des Champions entre Lens et le Paris Saint-Germain. Les Redivisés, la Liga portugaise aussi, la Super League. On a des matchs de MLS ce week-end. Et je crois que l'Atlético joue lundi ou peut-être dans la semaine. Je crois que c'est mardi ou mercredi peut-être. J'ai de la merde. Ah voilà, mercredi. Mercredi, on a Atlético Malaga. Et la semaine prochaine, on reverra le Barça et le Real. Moi, je vous l'ai déjà dit en live hein, pour ceux qui regardent les rediffusions. Le Real de Mourinho, là, il commence à m'intriguer fortement. Ce Real, même le Barça, hein, de flics. Enfin, je suis impatient de revoir toutes les grosses équipes, tous les championnats. Aussi, la semaine prochaine, de toute façon, on parlera de Lyon-Fenerbahçe. On va en parler de ses qualifications à la Ligue des Champions. Et petit à petit, la Ligue 1 qui va revenir. Ce week-end, je le rappelle pour ceux qui suivent un peu l'OGC Nice, interview de Gauthier Hein. On avait fait l'interview de Laurent Abergel en début du mois d'août. Malheureusement, qui s'est fait les croiser, Laurent Abergel. Mais voilà, Gauthier Hein, c'est disponible sur la chaîne YouTube, c'est sorti hier, donc n'hésitez pas à aller voir le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je regardais la Coupe d'Italie aussi. Bon courage pour les premiers matchs de Coupe d'Italie. Déjà que le championnat italien, c'est pas si facile. À chaque fois, on se hype au début et après, je trouve ça assez dégueulasse. Alors là, les premiers matchs de Coupe d'Italie, franchement, t'es un vrai vaillant. Après, il me semble, c'est ça, que tu étais supporter de la Juve, hein, si je dis pas de conneries, hein. Euh, moi, ce qui m'intrigue de plus, c'est de voir Marseille se faire piquer tous les meilleurs joueurs. La saison va être compliquée. Ouais, mais même les joueurs qui partent de Marseille, ils veulent pas partir au final. On en avait parlé de ça aussi, hein, que la soupe était plutôt bonne à Marseille. Il y avait plutôt Milan AC, pardon. Milan AC. Mais que la soupe était plutôt bonne à Marseille. On va parler de Pierre-Emile Højbjerg. Juste, je voulais revenir sur ça. Santos qui a joué hier en Copa Sudamericana, donc c'est la espèce de Ligue Europa sud-américaine, il me semble, où Santos a gagné avec Neymar qui part de plus en plus en vrille. Vous avez vu les vidéos sur un match précédemment. Voilà, la Copa Sudamericana où Santos s'est imposé avec deux passes D quand même du Ney. Donc ça a plutôt fait plaisir. Je crois qu'ils sont qualifiés. Alors exactement pourquoi j'en ai première manche. Donc on est vraiment sur les débuts. Non, 16e de finale. 16e, 8e. Ok. Donc en fait, Santos s'est qualifié pour les quarts de finale quand même de cette Copa Sudamericana. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On va dire ça comme ça. C'était juste pour revenir sur ces matchs. Donc les matchs de ce week-end, on en a parlé. On en reparlera de toute façon lundi de tout ce qui s'est passé. Il y a de plus en plus de football à suivre. De toute façon, on va aller quand même sur notre revue de presse 11h24. Alors,
Je suis désolé parce que je veux quand même faire ce react, hein, cette exclusivité en live pour cette petite vidéo. Donc toute la revue de presse, hein, on va la faire en rapidité express. Oui, alors voilà, Xavi, c'est vrai que aussi j'avais pas du tout de l'info sur les dernières infos que j'avais. C'était l'énième retour de Louis van Gaal du côté des Pays-Bas. Au final, ça peut être une bonne idée. On rappelle que Xavi, alors, il a été entraîneur du Barça. Euh, il a été entraîneur du Barça dans un Barça qui avait des difficultés financières. Il a un peu eu des joueurs pas forcément qu'a actuellement Hansi Flick. Il a tout de même remporté une Liga. Alors en coupe d'Europe, ça a été très compliqué, mais il a quand même maintenu le Barça dans un standing plutôt euh, correct par rapport aux problèmes financiers qu'avait le Barça. Donc voilà, à voir. Après, on a vu, il avait pas mal de sautes d'humeur quand même, hein. On se souvient, il était un peu assez émotif quand même sur le banc, Xavi, qui je reste plutôt sur un bilan plutôt positif de Xavi du côté du Barça, ou à la limite moyen plus, quoi, on va dire. Mais c'est plutôt intéressant. Voilà, l'article me paraissait intéressant. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui colle à l'ADN. Alors, pas forcément Pays-Bas, mais plutôt Johan Cruyff. Vous connaissez Ajax Football Total, évidemment. Johan Cruyff qui a été longtemps entraîneur, enfin joueur puis entraîneur du Barça, qui a transmis un peu cette identité, qui a un peu créé l'identité du Barça, qui a été transmise à de nombreux coachs. On se souvient, bah, Pep Guardiola, évidemment. Tito Villanova aussi, qui était des enfants de Johan Cruyff, enfin, enfants footballistiques de Johan Cruyff. Il y a eu des entraîneurs hollandais, souvent de bons joueurs hollandais qui ont joué, qui sont passés du côté du Barça. On parle de Patrick Kluivert. Je me souviens Rijkaard, qui était coach du Barça. Ronald Koeman aussi, qui était joueur, un très bon joueur du Barça en tant que coach. C'était plutôt compliqué. Voilà. Typiquement, j'ai préféré le passage d'un Xavi du côté du Barça qu'un Ronald Koeman. Donc voilà, nouveau sélectionneur à la tête des Pays-Bas. Je trouve ça une meilleure idée quand même que l'énième retour de Louis van Gaal, que l'énième retour de Danny. Ouais, c'est Danny Blind, le père de Daley Blind. Je préfère ça, ou encore Ronald Koeman qui était encore sélectionneur il n'y a pas si longtemps. Même un Frank Deber ou j'en sais rien. Je trouve ça quand même euh, pas con. Après, toujours pareil. Le débat des grosses sélections qui prennent des entraîneurs étrangers, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il y en a souvent dans les pays que ça peut déranger, hein. Par exemple, en Angleterre, avoir Thomas Tuchel en tant que sélectionneur anglais, ça peut être compliqué. En France, pour l'instant, ce problème n'est jamais forcément trop venu. Je crois qu'on a eu un seul sélectionneur étranger. C'était allé à une époque un peu plus lointaine. Je crois qu'il était roumain, si je dis pas de bêtises. Et voilà. La Ligue des Champions, ça reprend bientôt. Effectivement, la Ligue des Champions, ça sera bah, courant septembre, plus fin septembre, octobre, je crois, parce qu'après, il va y avoir une trêve de 3 semaines. Là, pour l'instant, on est toujours sur des qualifications, donc ouais, fin septembre, je crois, en Ligue des Champions. Il va y avoir une impression, je pense qu'ils vont le comparer à Cruyff, le football total. Alors, le comparer à Cruyff, ça me paraît très très compliqué. Quand même, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas faire ça. L'équipe des Pays-Bas, qui a plutôt eu quand même une génération intéressante, moi elle m'intriguait vraiment dans cette Coupe du Monde 2026. Je trouve qu'ils n'ont pas du tout respecté le football contre le Maroc et que leur élimination est totalement méritée. Si je me trompe pas, le fils de Cruyff fera partie de ces techniciens. Ah bon? Je crois qu'il était pas du tout concerné par le foot, le fils Cruyff. Hein, hein. Je crois qu'il avait eu des postes un peu au Barça, mais sous. Voilà, je crois qu'il est. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe aussi, hein, mais il me semble que le fils Cruyff n'était pas forcément. Euh... Ah, Jordi Cruyff. Voilà, il était directeur sportif du Barça. T'es directeur sportif, Jordi Cruyff? Ah ouais? Ok. Bref. Non, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ah, la semaine prochaine, c'est les qualifications à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que genre, c'est pas la phase de ligue encore, c'est un espèce de barrage
pour savoir quelles équipes seront en Ligue Europa et quelles équipes seront en Ligue des Champions. Donc on aura Lyon contre Fenerbahçe, ça a déjà joué la semaine dernière sur encore un autre tour préliminaire. La semaine prochaine, je crois qu'on aura aussi Monaco contre une équipe pour les barrages de Ligue Conférence. Mais pour l'instant, la Ligue des Champions, avec la phase de Ligue comme on connaît, ça arrive beaucoup plus tard, hein. Donc voilà, pour Xavi à la tête des Oranges. La nouvelle attaque du Paris Saint-Germain, donc Ferran Torres, c'est désormais quasiment officiel, hein. Je ne sais pas si ça a été annoncé sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain, mais voilà, Ferran Torres, champion du monde avec l'Espagne, joueur du FC Barcelone, buteur lors de cette finale de Ligue des Champions, va rejoindre le Paris Saint-Germain pour à peu près 50 millions d'euros. Voilà. Juste là, le départ de Bradley Barcola et potentiellement des Ibrahim Mbaye du côté de Liverpool se confirme. Donc Mika Godz devrait arriver pour l'instant. Là aussi, ça se rapproche, c'est toujours pas fait pour cette équipe. Donc voilà, on va avoir une nouvelle attaque du Paris Saint-Germain. On parle d'un package de 200 millions pour Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye du côté de Liverpool. Un nouveau gardien aussi, en la présence de Zion Suzuki. Sinon, le reste des mouvements n'ont pas été énormes du côté du Paris Saint-Germain. On va encore petit à petit laisser de la place aux jeunes. Dro Fernandez qui a été recruté la saison dernière. Et toujours, de toute façon, ce 11 un peu indéboulonnable du côté du Paris Saint-Germain. Il va falloir voilà, réussir à s'intégrer. On a vu l'arrivée aussi de Lucadi. Son fils est directeur de l'Ajax depuis janvier 2026. D'accord, ok. Donc voilà, aussi l'arrivée le retour un peu de Lucadi du côté du Paris Saint-Germain aussi, qui sera là un peu la doublure de Nuno Mendes. La doublure d'Achraf Hakimi, bon, est-ce que ça va être encore un peu le rôle hybride de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain? Sachant que le milieu de terrain avec, comment il s'appelle? Fabien Ruiz, Vitinha, Joao Neves, bon, ça va être compliqué à aller bouger aussi. Donc voilà pour cette équipe du Paris Saint-Germain et son mercato. Je voulais parler de Strasbourg aussi, contraint de vendre davantage pour respecter les critères de l'UEFA. Strasbourg et Bluco un tournant dans leur stratégie sur le mercato. Alors autant Chelsea, ça y va, hein, ça dépense, hein. On est encore à 400 millions d'euros, je crois, un truc comme ça, pour cette équipe de Chelsea. Pour Strasbourg, voilà, il y a totalement un changement, je dirais pas changement de projet, mais pas mal de changements autour de joueurs, hein, de la structure de cette équipe, hein. Liam Rosenior qui est parti à l'hiver, Mike Penders qui est parti du côté de Chelsea, Diego Moreira qui s'en va, Valentin Barco, Emmanuel Emega, Mamadou Sarr aussi qui était parti à l'hiver, Guéladoué aussi qui va quitter le club. Donc voilà, hein, des cadres de cette équipe qui s'en vont. Un nouveau coach, le coach portugais, j'ai même plus le nom du coach. Et voilà, je crois qu'ils ont pris une dérouillée en prépa, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils risquent des sanctions, hein. Vous connaissez les sanctions de multipropriétaires, c'est encore assez mal encadré de la part de l'UEFA. Et voilà, ça fait venir des joueurs comme. Alors, avec des achats ciblés dans la lignée de ceux déjà réalisés, comme le milieu défensif portugais Diogo Souza, le latéral gauche argentin Matteo Del Blanco, un des joueurs inconnus au bataillon, pour moi en tout cas. Fabio Baldé, attaquant. Euh, il y a aussi Julien Ciso qui est parti, Abdul Ouattara qui est parti pour 60 millions d'euros. D'autres suivront sans doute, Guéladoué, Ismaël Doucouré aussi qui pourrait partir. Donc voilà, le projet là pour l'instant Strasbourg est assez flou. À une semaine de la reprise de la Liga, on va aller voir juste rapidement l'effectif. Moi, j'ai hâte de la première sélection de Zidane. La première sélection de Zidane, hein, je devais faire une vidéo, évidemment, où je suis en retard dessus, sur Zizou, sur un peu le style Zidane, pour se rappeler un peu exactement ce qu'il nous a présenté du côté du Real. Qu'est-ce que ça peut donner du côté de l'équipe de France, tout ça. Donc, ça arrivera sûrement dans les prochains jours. Donc voilà, l'effectif un peu de Strasbourg avec Philippe Jorgensen, Milos Piekutowski, inconnu au bataillon. Ismaël Doucouré, donc pour l'instant qui est toujours là, Lucas Osberg qui est aussi potentiellement sur le départ. On a toujours Andro Homo Bamidele, Soumaïla Koulibaly, Abakar Silla, Herman Malonga, Ben Chilwell qui est toujours là, Matteo Delmanco donc qui vient d'arriver, Guéladoué qui devrait partir, Abdul Ouattara qui devrait partir. On a Genesis Antoui qui est arrivé, 19 ans. Au milieu de terrain, il commence à avoir un effectif, les effectifs de Chelsea, quoi, avec 40 joueurs. Diogo Souza, Maxi Oyedele, Pape Diong, Samir El Mourabi qui est toujours là. Est-ce qu'il va rester? Mathis Amougou aussi. Pape Demba Diop, Diego Moreira qui s'en va, Julian Ciso qui s'en va, Giovanni Reina qui est arrivé du côté de Strasbourg, improbable aussi, Benjamin Brantlin, inconnu au bataillon,
On a toujours Marcel Goto, Sébastien Nanasi, Fabio Balde qui est arrivé, Ryan Messi qui est arrivé aussi, Jessim Yassine qui est resté, à voir comment il va être utilisé, Samuel Amoemeyo, Yaya Djemé, Joaquin Pacelli qui est blessé, Sekou Mara qui est revenu prêt, Milos Lukovic. C'est un peu le bordel du côté de Strasbourg quand même. Voilà, sur les départs pour l'instant qui sont actés, on est déjà à une dizaine de départs avec des joueurs qu'on connaît. Euh, voilà, Junior Manga qui est parti, Rabi Nzingula qui est parti, et Emmanuel Mega, Valentin Barco, Stéphane Bajic, euh, Saïd Ousso. Voilà, bon, voilà. Philippe Jorgensen qui repartira la saison prochaine. Bon, franchement, le projet Strasbourg, il est plutôt incompréhensible. Dans la dernière liste des 26 joueurs français, tu as 7 Parisiens. Effectivement, il y a 7 Parisiens. Il va en avoir déjà un de moins avec Bradley Barcola. Euh, mais ouais, de toute façon, bah, après, quand tu es la meilleure équipe du monde, c'est évident que tu as déjà 7 Parisiens dans une équipe de France. Et je crois que quasiment, si je dis pas de bêtises, où tous et sont dans le 11 titulaire de leur sélection, quoi. Voire presque les 26, enfin pas les 26 Parisiens, mais un groupe de 18 Parisiens, je crois qu'ils sont quasiment tous en sélection, les mecs. Donc, bon, c'est le quota des grandes équipes, quoi. On passe à un autre sujet rapidement après Strasbourg, le Paris FC avec ce recrutement déjà plus intéressant avec une nouvelle, comment dire, pour se mettre beaucoup mieux par rapport au recrutement. Alors, le projet PFC avance petit à petit. euh, donc avec un nouveau cap franchi, pardon. Voilà, l'arrivée de Lassine Sinayoko, Pagis, les recrutements officiels de Diego Coppola, Luca Coleocho, avec les recrutements qui ont été faits la saison dernière. Voilà, le Paris FC, déjà, c'est un peu plus cohérent. Patrick Zabi, par contre, qui a été payé pour 25 millions d'euros, on va voir ce que ça va donner. Noah Sangui, Rudy Matondo, les jeunes joueurs de Paris, Emmanuel Mbemba aussi, Omar Sissoko qui seront bien là cette saison. Donc voilà, le Paris FC, il y a encore déjà l'effectif commence à ressembler à quelque chose et petit à petit le club avance sur la structuration de son club. On en parlait potentiellement la saison dernière, mais il y a pas mal de choses à faire au niveau des infrastructures du centre d'entraînement qui est un peu légèrement vétuste du côté de Charletti pour un club qui ambitionne. Qui a un gros projet, c'est pour ça que le groupe Red Bull est à leur côté. Mais voilà, il y a toujours. Voilà, l'effectif n'est pas trop changé non plus. On voit, c'est pas comme Strasbourg où il y a plein de choses qui se sont passées. On a toujours nos deux gardiens, Obede Kambadio, Kevin Trapp, Otavio toujours là, Mustapha Embo, Samir Chergui, donc Noah Sangui, Thibaut De Smet, Olila toujours là, Amari Traoré, ça reste pour l'instant, Maxime Lopez, Milou, Adama Kamara, ça reste, Patrick Zabi, Rudy Matondo, Vincent Marchetti. Alors, est-ce qu'il va rester, pas rester? À voir aussi. Voilà, on a Pablo Plagis, Moses Simon, Ilan Kebal aussi, on l'oublie, mais c'était quand même le meilleur joueur du Paris FC la saison dernière, à voir s'il peut continuer sur sa forme de l'année dernière. Jonathan Iconé qui était arrivé en mercato d'hiver, si je dis pas trop de conneries. Voilà, maintenant accompagné de Lassine Sinaoko, Jean-Philippe Crasso. Donc il me semble que William Goebbels a été évacué voilà, pour 4 millions. Mathieu Cafaro aussi. Ali Manigori, je crois qu'il est parti je crois que c'est un prêt. Lohan Doucet aussi, bon, c'était un transfert libre qui était déjà parti du côté de Nantes la saison dernière, si je dis pas trop de bêtises, qui est parti du côté. Et après, des joueurs, voilà, Timothée Kolodziejczak qui se rapproche de la retraite, Rémi Rio aussi en tant que troisième gardien. Donc voilà, des départs pas forcément notables. Hein. Très bel effectif. Il y a toujours Thiro Immobilier aussi du côté du Paris FC. On voit les recrues officielles. Hein. Patrick Zabi, Diego Coppola, Pablo Pagis, Luca Coleocho, Lessine Sinioko et Emmanuel Mbamba. Donc voilà, un très très bon recrutement du Paris FC. Le club évolue petit à petit et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que cette année ils pourront viser les places européennes? En tout cas, on leur souhaite avec leur nouveau coach, on le rappelle, Liam Rosenior. Je pense qu'il va avoir une bonne surprise avec le Paris FC, tu as raison. Ouais, je pense aussi que le Paris FC, déjà moi l'année dernière, ça m'intriguait pour ceux qui suivaient notre émission Farmer Street, où on parlait chaque semaine de la Ligue 1. Voilà, c'est moi ce que j'avais choisi pour la preview de cette Ligue 1. On avait choisi un club chacun avec mes comparses Guillange et Gaëtan. Moi j'avais choisi le Paris FC. Au final, la saison a été
on va dire moyenne, parce que c'était un projet qui m'intriguait. Au final, ils ont dû quand même recruter sur l'hiver, faire venir le départ de Stéphane Gilly, l'arrivée d'Antoine Camboré qui a redonné un peu de souffle à cette équipe avec des meilleurs joueurs aussi. Donc voilà, l'année 2 en Ligue 1 pour le Paris FC, qu'est-ce que ça va donner exactement? Et ben, ça va m'intriguer. Euh, on le dit top 8 du coup? Top 8, ouais, 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 c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal l'année de la confirmation, les fameuses années de confirmation pour les clubs. Bah, à voir ce que ça va donner. Alors, bon là, cette interview de Pierre-Emerick Aubameyang, on va la passer parce que je voulais la lire, mais au final, potentiellement on en reparlera lundi. Il y a eu, vous savez, tout au long de la semaine, on a parlé de l'Olympique de Marseille, mais plutôt sur l'interview de Mehdi Benassia. Donc voilà, Aubameyang, on en parlera plus tard. Je la garde en tout cas pour un prochain live. Sur l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg, pour l'instant, qui n'est toujours pas parti de Newcastle. Il y a un accord entre Marseille et Newcastle, mais c'est le joueur qui ne souhaite pas partir. Il souhaite choisir son point de chute parce qu'il y avait un accord en fait entre sa société d'agents Newcastle et l'OM, mais en fait, lui n'était pas du tout chaud pour retourner du côté, en tout cas, de Newcastle et de l'Angleterre. Euh, donc, l'international danois se montre exigeant. Il y a des intérêts de clubs saoudiens, de la Tamata Bargam. euh, mais il préfère. En fait, lui, il veut des clubs du haut panier de Serie A tels que l'AC Milan et la Juventus. Mais pour l'instant, il n'y a aucun accord pour ça. Il a déjà été approché par la Juve. À mon avis, il souhaite la Juve, hein. Pierre-Emile Højbjerg. Ouais, voilà, donc il ne souhaite pas partir du côté de Newcastle, ce qui a fortement déplu à Frank McCourt, hein, qui, ça y est, il commence à s'intéresser enfin aux finances du club et qui souhaite absolument le vendre. On parlait de 8 millions plus 2, moi j'avais vu un peu plus quand même, hein, j'avais vu euh, 13-15 millions, il me semble, pour Pierre-Emile Højbjerg, voire plus. Donc voilà, le joueur pour l'instant qui ne souhaite pas partir, hein, on en parlait déjà la semaine dernière. La soupe est plutôt bonne du côté de Marseille et il y a pas mal de joueurs au final qui ne souhaitent pas forcément partir parce qu'ils ont plutôt des salaires assez confortables dans cette équipe de Marseille. On a vu, ils ont réussi à vendre au même prix des joueurs comme Facundo Medina du côté du Bayer Leverkusen. Donc voilà, pour l'instant, pas de départ du côté de Højbjerg. Je pense qu'il veut être utilisé par, euh, par, euh, par Bruno Genesio. Mais, euh, mais voilà, compliqué en tout cas d'avoir là aussi encore une lecture pour le joueur enfin l'équipe de l'Olympique de Marseille. Du côté de l'OGC Nice, alors Nathan Ngoumou, j'avoue que c'est un joueur que j'ai très peu suivi. Après 4 saisons au Borussia Mönchengladbach, l'attaquant camerounais Nathan Ngoumou, formé à Toulouse, va passer sa visite médicale à Nice lundi. D'accord. Alors, il a fait une saison blanche l'année dernière à cause d'une rupture du tendon d'Achille survenue en avril 2025. Il devrait s'engager avec Nice sous réserve qu'il satisfasse sa visite médicale. Cette signature inattendue doit permettre au gym de se renforcer avec un élément d'expérience, 26 ans, ok, qui connaît le club français pour y avoir joué sous les couleurs de Toulouse, le championnat français, pardon, son club formateur majoritairement en Ligue 2. Il a 37 matchs, 8 buts, 4 passes décisives lors de la saison 2021-2022. Ngoumou doit arriver sans indemnité de transfert, mais Mönchengladbach devrait toucher 10% dans une éventuelle revente. Incompréhensible. Ok, donc en attaquant du côté de Nice, hein, c'est vrai que ça paraissait léger au niveau des attaquants de Nice. Hein, Terem Mofiki qui ne reportera pas le maillot de l'OGC Nice, Kevin Carlos qui est parti, et du coup il reste Victor Orakpo dans cette équipe. Donc ça fait très peu au niveau, donc c'est la troisième recrue pour le GC Nice. On avait les joueurs comme Victor Orakpo, je disais, et Zoumana Diallo aussi. Voilà, ça paraît assez léger. On a les recrues Laurent Abergel, Gauthier Hagne, je le rappelle, les interviews sont disponibles sur la chaîne YouTube. Euh, donc voilà, Ngoumou du côté de Nice. Plutôt pas mal, j'avoue que je connais très très peu le joueur vu que je ne suivais pas forcément la Ligue 2 les années précédentes. Dédé, je comprends pas comment il peut pas mettre Zahir Emery titulaire avec la saison qu'il fait. J'espère que Zidane va pas refaire la même erreur. Alors évidemment, Zidane, on en reparlera. Tout ce qui est équipe de France, tout ça, je vous ai dit, on prépare une vidéo dessus. On aura le temps d'en parler avant les échéances avec l'équipe de France qui arrive d'ici mi-septembre, hein, fin septembre, pour Zizou. Paul Pogba qui quitte l'AS Monaco, on le rappelle, un contrat rompu du côté de Monaco. Alors est-ce que ça va être une fin de carrière ou alors il va rebondir dans des championnats moins huppés que la Ligue 1, plutôt outre-Atlantique ou de l'autre côté vers l'Arabie Saoudite, hein, la Saudi Pro League. Voilà. Est-ce que, de toute façon, est-ce que la question Paul Pogba est toujours capable de
tenir son rang de joueur de haut niveau et capable d'enchaîner 90 minutes en fait. C'est la vraie question. Il avait joué seulement 115 minutes tout au long de la saison de Ligue 1. Donc voilà, pour son retour à Ligue 1, bah, c'est plutôt un échec du côté de Paul Pogba. Alors est-ce qu'il va atterrir du côté de la MLS? On sait qu'il est assez proche de Miami en MLS. Ou sinon, ça va être plutôt l'argent et l'Arabie Saoudite, sachant que c'est un joueur qui est assez proche de la religion aussi, voilà, qui pourrait se rapprocher de tout ce qui est la religion musulmane en Arabie Saoudite. Donc ça peut être aussi une porte ouverte pour Paul Pogba, à mon avis. De toute façon, c'est toujours un joueur qui a peu importe qui joue, qui ne joue pas, il a toujours des sollicitations. Voilà. 11h47. Donc voilà, on est proche de la fin de ce live, malheureusement. Le staff de l'équipe de France de Zinedine Zidane. Alors, on avait déjà des idées de staff. Ce qui devrait arriver, c'est donc Zinedine Zidane, sélectionneur. Celui qui va prendre la place de Guy Stéphane en tant qu'entraîneur adjoint, qui était l'adjoint de Didier Deschamps. C'est David Bettoni qui était l'adjoint de Zinedine Zidane. Pour ceux qui ont. Je vous invite à aller voir les lives précédents. Normalement, en cover, on a déjà vu le retour de Zizou. Mais on avait vu des vidéos donc avec David Bettoni qui est son entraîneur adjoint, Amidou Msaïdji qui était son entraîneur adjoint aussi du côté du Real Madrid, pardon. Fabien Barthez, donc officiellement entraîneur des gardiens de but, son nom circulé. On sait aussi qu'il va beaucoup s'appuyer sur Bernard Diomède, le sélectionneur des jeunes du côté de l'équipe de France. Zizou, on aura Grégory Dupont en tant que conseiller stratégique et performance, Stéphane Planck, observateur, Farid Tabé, assistant coach analyste data vidéo, et Clément Hibert, analyste vidéo adjoint. Au niveau du staff médical, on aura Hervé Collado, je crois qu'il était déjà présent avant en équipe de France en tant que médecin, Maxime Maton, Paul Olive, Najib Remita et Pierre-Yves Froideval en tant que kinésithérapeute, Philippe Boissel, ostéopathe, Marc Rétali, pédicure, podologue. D'accord. Et au niveau de tout ce qui est logistique, donc team manager Laurent Georges, Mohamed Sanadji, son nom a beaucoup circulé, hein, lui qui est très proche des joueurs au niveau de la sécurité, avec aux côtés Mustapha Khalef, agent de sécurité, Kamel Lalou, intendant, Bastien Géré, intendant adjoint. Et après, au niveau des vidéos que vous voyez sur YouTube, un peu des réseaux sociaux, tout ça, donc les JRI, Guillaume Bigot et Antonio Meza, avec en chef cuisinier Roberto Falvo. Voilà pour le staff de Zinedine Zidane du côté de l'équipe de France. Donc Fabien Barthez, je voulais en parler aussi plus tard. On va peut-être se mettre sous le coup d'un Fabien Barthez qui a toujours été proche de Zizou en équipe de France, qui devrait être l'entraîneur adjoint des Bleus et entraîneur des gardiens. Voilà, qui a laissé plutôt un bon souvenir du côté de Toulouse, où il a été consultant pour Toulouse lors de la saison 2020-2021, qui avait fait du très bon travail du côté de Luzenac en tant que directeur sportif, si je dis pas de bêtises. On se souvient de Luzenac qui était coaché par comment il s'appelle, l'ami Christophe Pellissier. Donc voilà, Fabien Barthez en tant qu'entraîneur adjoint, on aura le temps aussi d'en reparler. Malheureusement, là, ça va être assez court pour aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt bien qu'il s'entoure de la génération 98. Et ça a été quand même un très très grand goal, Fabien Barthez, hein, au niveau mondial, au niveau français. Donc voilà, plutôt pas mal. Très heureux de revoir Fabien Barthez dans il n'était pas pilote de Formule 1. Alors là, je ne saurais pas te dire du tout si. Potentiellement, hein, on sait que c'est un peu un feu follet, Fabien Barthez. Hein, il a fait pas mal de choses dans sa vie. Mais en tout cas, le retour du Divin Chauve fait extrêmement plaisir. Donc voilà, il nous reste une dizaine de minutes. La vidéo dure une demi-heure. Alors je ne sais pas si on aura le temps de la faire en entière. On va peut-être se la mettre en accéléré aussi. Ça m'embête un peu de faire ça, hein, parce que je préfère quand il y a des beaux montages. En plus, c'est une très bonne vidéo. Mais voilà, c'était sur le Barça 3.0 de Hansi Flick avec les nouvelles recrues, la nouvelle gestion du Barça, des départs, des arrivées, donc qui sont plutôt OK. Bon, en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour ce débrief. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas pu faire un max de pauses pour ce react parce il est déjà midi 20. Je pourrais pas faire plus long. Mais en tout cas, on essayera, voilà, vous avez compris le principe, on essaye de faire des reacts en fin de live pour nos prochaines émissions. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit, un bon week-end aussi. Normalement, ce week-end, il n'y aura pas de live, c'est pas prévu. Potentiellement pas de vidéo, à part si vraiment j'arrive à sortir un truc extrêmement rapidement. Mais je pense pas. Donc, on se retrouve la semaine prochaine en live
pour l'actu du jour, pour revenir sur la reprise de la Liga, sur tous les matchs de ce week-end, le Community Shield, la Ligue 2, la Ligue 3, on va en parler aussi. Bon match à ceux qui vont dans les stades. En tout cas, merci à Maouche d'avoir été présent sur le live qui est déjà parti. Merci à ASB69 Gaming et à tous ceux qui sont passés sur le live. N'hésitez pas à venir discuter avec nous pour les prochains lives. La rediffusion est disponible sur la chaîne YouTube, les plateformes de podcast, Apple Podcast. Maintenant, il y a la vidéo avec le son. Vous avez Spotify, Deezer et Amazon Music. Et après, tous les réseaux sociaux pour être tenus au courant des lives, pour les petits clips aussi, si ça vous intéresse, hein, pour les choses que vous avez manquées. C'est disponible sur X, Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Les shorts YouTube aussi, hein, évidemment. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve bientôt. Bon week-end à toi, mon cher SP69 Gaming, et on se voit bientôt. Ciao les amis, ciao ciao. Ciao ciao ciao.